Il existe une culture qui pousse tranquillement aujourd'hui dans les hauts plateaux d'Afrique de l'Ouest et qui défie tout ce que l'agriculture moderne prétend comprendre. Elle enfreint des règles que les manuels déclarent infranchissables. Elle pousse là où les engrais échouent, survit là où l'irrigation n'arrive jamais et produit de la nourriture là où d'autres cultures succombent à la chaleur et à la poussière. Caché à l'intérieur de cette plante modeste se trouve quelque chose que l'humanité a recherché pendant des générations, une protéine complète contenant chaque acide aminé essentiel dont le corps humain a besoin pour survivre, grandir et se réparer. Cette culture se nourrit elle-même. Elle crée sa propre fertilité dans des sols qui affameraient le maïs, brûleraient le soja et feraient flétrir les arachides. Elle prospère à travers des sécheresses qui vident les greniers et brisent les communautés agricoles. Elle n'exige aucun produit chimique, aucun pesticide, aucun intrant acheté d'aucune sorte. Et pendant plus de 1000 ans, ce ne fut pas une expérience miraculeuse ou une percée de laboratoire. C'était la vie quotidienne. C'était de la nourriture. C'était la survie. Pendant des siècles, des civilisations entières d'Afrique de l'Ouest ont dépendu de cette plante comme pilier nutritionnel. Les agents agricoles coloniaux l'ont documenté, ils l'ont testé, ils ont mesuré ses rendements et comparé sa résilience. Les rapports officiels ont reconnu sa supériorité, encore et encore. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. La culture a été discrètement mise de côté, étiquetée insignifiante, classée comme mineure, enfouie sous les politiques, la paperasse et les régimes d'exportation. Au lieu de soutenir une plante qui nourrissait les gens sans dépendance, tout un système alimentaire mondial a été construit autour de cultures qui exigeaient des produits chimiques, des dettes et un contrôle. Les agences de développement dépensent maintenant des milliards pour promouvoir des sources de protéines qui nécessitent des achats constants tout en rejetant cette plante comme négligée. Mais était-elle vraiment négligée ou a-t-elle été délibérément ignorée? Ceci est l'histoire de la cacahuète de Bambara, une culture trop puissante pour s'intégrer dans un système bâti sur la dépendance. Et une question qui remet encore en question notre façon de penser l'alimentation, la foi et la liberté. L'histoire de cette culture commence bien avant l'arrivée des officiers coloniaux avec leurs carnets, leurs cartes et leurs quotas. Bien avant que les frontières ne soient tracées et que les économies ne soient redessinées, les agriculteurs des hauts plateaux du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria, et d'ailleurs cultivaient déjà la cacahuète de Bambara comme un pilier central de la vie. Ce n'était pas un aliment secondaire ou une option d'urgence. Elle était tissée dans la culture, la langue et la survie elle-même. La preuve ne réside pas seulement dans le sol, elle réside dans les noms. La culture porte le nom du peuple Bambara, du Mali, un signal qui parle plus fort que tout rapport scientifique. En agriculture, lorsqu'une plante porte l'identité d'une civilisation, ce n'est pas accidentel. C'est fondamental. Partout en Afrique de l'Ouest, les communautés ont construit des systèmes agricoles complexes autour d'elles. La cacahuète de Bambara était plantée aux côtés du mil et du sorgho, non pas par coïncidence, mais par une observation affinée sur des générations. Les agricultrices jouaient un rôle central dans ce système. Elles ont remarqué des schémas bien avant l'existence des laboratoires. Elles ont vu les céréales pousser plus haut lorsqu'elles étaient plantées près du haricot. Elles comprenaient comment ces basses vignes ombrageaient le sol, retenant une humidité précieuse pendant les saisons sèches brutales dominées par les vents de l'harmattan. Ce n'étaient pas des traditions romantiques, c'étaient des technologies pratiques nées de la nécessité. Le haricot était transformé en farine qui pouvait être stockée en toute sécurité jusqu'à 3 ans sans réfrigération ni produits chimiques. Dans une région où la faim saisonnière était une menace récurrente, cette capacité de stockage n'était pas une commodité. C'était une assurance. Cela signifiait la survie à travers les pluies manquées et les récoltes imprévisibles. La cacahuète de Bambara était plus qu'un aliment. C'était un système vivant de résilience, protégeant discrètement les communautés de l'effondrement, bien avant que le monde moderne ne commence à chercher des solutions qu'il possédait déjà. La technologie la plus puissante de la cacahuète de Bambara ne se trouve pas dans ses feuilles ou ses racines, mais cachée au plus profond de la graine elle-même. Lorsque les scientifiques ont finalement analysé son profil nutritionnel, les résultats étaient difficiles à ignorer et encore plus difficiles à expliquer. La plupart des légumineuses sont nutritives, mais incomplètes. Elles fournissent des protéines, mais manquent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels nécessaires à la survie humaine.
La cacahuète de Bambara brise complètement ce schéma. Sa teneur en protéines varie entre 16 et 25%, égalant le soja, la référence mondiale pour les protéines végétales. Mais contrairement au soja, la cacahuète de Bambara offre un profil protéique complet. Chaque acide aminé essentiel que le corps humain ne peut synthétiser seul est présent. Cette distinction n'est pas académique. C'est la différence entre manger et être véritablement nourri. Pour comprendre pourquoi cela importe, il faut comprendre la chimie de la faim. Les céréales de base, comme le maïs, le mil et le sorgho, fournissent des calories, mais manquent de lysine. Une personne peut manger jusqu'à satiété et souffrir néanmoins de malnutrition parce que son corps ne peut pas réparer les tissus ou développer les muscles. La cacahuète de Bambara comble ce fossé mortel. Elle contient presque le double de la lysine des niébés et des pois chiches. Elle contient 2 fois le tryptophane. Elle contient jusqu'à 7 fois la méthionine trouvée dans d'autres légumineuses. Lorsque les agriculteurs traditionnels combinaient la cacahuète de Bambara avec le mil, ils recréaient, sans le savoir, un équilibre nutritionnel comparable aux protéines animales. La science moderne a finalement confirmé ce que l'expérience avait déjà prouvé. L'Organisation mondiale de la santé a comparé le profil d'acides aminés de la cacahuète de Bambara à sa norme idéale pour la nutrition humaine. Non seulement la cacahuète de Bambara a atteint cette norme, mais dans plusieurs catégories, elle l'a dépassée. La question devient alors inévitable. Comment une culture aussi complète sur le plan nutritionnel disparaît-elle du centre des systèmes alimentaires mondiaux ? La disparition de la cacahuète de Bambara du cœur de l'agriculture n'était pas un accident, et elle n'était pas due à l'ignorance. Au début du XXe siècle, les administrations coloniales britanniques et françaises n'étaient pas en Afrique de l'Ouest pour améliorer la nutrition locale. Leur mission était l'extraction. L'industrie européenne exigeait du pétrole, des graisses et des marchandises qui pouvaient être taxées, expédiées et transformées dans des usines lointaines. Lorsque les planificateurs coloniaux ont examiné la cacahuète de Bambara, ils n'ont pas vu de résilience ou de nourriture. Ils ont vu un problème. Les Africains la mangeaient eux-mêmes, elle restait dans les villages. Elle ne générait aucun revenu d'exportation, ni aucun moyen de pression sur les agriculteurs. Elle ne correspondait pas à la machinerie de l'Empire. L'attention s'est donc portée sur une autre culture, l'arachide. Les arachides étaient plus fragiles. Elles exigeaient plus d'eau et souffraient de maladies. Mais elles produisaient de l'huile qui pouvait être expédiée en Europe pour le savon et la margarine. Les gouvernements coloniaux ont construit des chemins de fer, non pas pour nourrir les gens, mais pour transporter les arachides des fermes intérieures vers les ports côtiers. Des stations de recherche ont été financées pour améliorer les rendements d'arachides. Des semences gratuites ont été distribuées, non pas par générosité, mais comme un moyen d'ancrage dans l'économie d'exportation. Lorsque des pénuries de main-d'œuvre sont apparues après l'abolition formelle de l'esclavage, le commerce de l'arachide a trouvé une sombre solution. Des personnes asservies continuaient d'être amenées de l'intérieur, non pas pour la vente transatlantique, mais pour travailler dans des plantations en expansion. Les fonctionnaires coloniaux ont ouvertement discuté du dilemme, avertissant que perturber cet approvisionnement en main-d'œuvre effondrerait l'agriculture elle-même. La liberté humaine a été mise en balance avec le profit, et le profit a gagné. Dans les années 1940, des millions d'hectares à travers l'Afrique de l'Ouest avaient été convertis en monoculture d'arachides. L'ironie était dévastatrice. Des régions exportant des quantités massives de cultures commençaient à souffrir de carences en protéines. Les rapports coloniaux documentaient clairement les faits. La cacahuète de Bambara était plus tolérante à la sécheresse. Elle poussait là où les arachides échouaient. Elle était nutritionnellement supérieure. Et pourtant, sur le dossier était apposé un verdict silencieux, non recommandé pour le développement commercial. La culture qui nourrissait les gens a été sacrifiée pour la culture qui nourrissait les usines. La suppression de la cacahuète de Bambara n'a pas pris fin avec l'effondrement du régime colonial. Elle a simplement changé de langage, d'institution et de logo. Dans les années 1960, la révolution verte est arrivée en Afrique avec des promesses de progrès, de modernisation et d'abondance. Mais la modernisation est venue avec une conception économique spécifique. Elle a favorisé les cultures qui nécessitaient des achats annuels, des intrants chimiques et un contrôle externe. La cacahuète de Bambara n'avait pas sa place dans ce système. Ce haricot représente une menace directe pour l'agriculture industrielle car il résout des problèmes sans générer de profit. Il fixe naturellement l'azote,
déposant entre 40 et 80 kg par hectare directement dans le sol. Les agriculteurs qui cultivent le bambara en association avec le mil constatent régulièrement des augmentations de rendement de 20 à 30% sans acheter d'engrais. Pour les entreprises dont l'activité dépend de la vente d'azote, ce n'est pas une innovation, c'est de la concurrence. Le marché mondial des engrais azotés dépasse les 60 milliards de dollars annuellement. Un agriculteur qui cultive la cacahuète de bambara n'a pas besoin d'acheter ce que ces corporations vendent. Ensuite, il y a la question du contrôle. Le bambara est une ancienne variété locale. Il n'appartient à aucune corporation et ne peut pas être breveté. Les graines conservées d'une récolte donnent d'aussi bons résultats la saison suivante. Il n'y a pas d'achat annuel, pas de frais de licence, pas de levier. Les entreprises semencières ont bâti des empires sur la dépendance. Le bambara offre l'indépendance. L'industrie chimique a été confrontée à un problème similaire. Le bambara a évolué dans son environnement indigène et possède une résistance naturelle aux ravageurs et maladies locaux. Il ne nécessite pas les traitements pesticides qu'exigent les cultures importées. Chaque avantage qui rend le bambara inestimable pour les petits agriculteurs le rend économiquement inutile pour les multinationales. Ainsi, les fonds de recherche ont afflué ailleurs. Des dizaines de millions ont été dépensés pour développer des graines de soja pour des climats africains où elles avaient du mal à survivre. Pendant ce temps, le bambara n'a presque rien reçu. Moins de 10 variétés améliorées sont apparues en 50 ans. Les agences de développement l'ont qualifié de négligé. Pourtant, les agriculteurs ne l'ont jamais abandonné. Les femmes d'Afrique de l'Ouest ont maintenu les graines en vie, préservant discrètement ce que les institutions avaient choisi d'ignorer. Alors que l'instabilité climatique s'accroît et que les pluies deviennent imprévisibles, l'échec du modèle industriel devient impossible à cacher. Tandis que les institutions débattaient des modèles et que les entreprises couraient après le profit, la cacahuète de bambara n'a jamais vraiment disparu. Elle a survécu discrètement entre les mains de ceux qui faisaient confiance à l'expérience vécue plutôt qu'aux documents politiques. Au Burkina Faso, au Mali, dans le nord du Ghana et au Nigeria, les agricultrices ont continué à planter la graine saison après saison. Elles comprenaient une vérité que les tableurs ne pouvaient pas saisir. Le rendement ne signifie rien si la culture meurt lorsque la pluie cesse. Et les pluies s'arrêtent. Le changement climatique n'est plus théorique à travers le Sahel. Les précipitations sont devenues erratiques. Les sécheresses arrivent sans avertissement. Les cultures sélectionnées pour la stabilité échouent car la stabilité n'existe plus. Le maïs, le soja et les arachides s'effondrent dans des conditions qu'ils n'ont jamais été conçues pour affronter. La cacahuète de bambara était différente. Elle a été sélectionnée pour l'incertitude. Elle produit des récoltes avec aussi peu que 300 mm de pluie. Elle tolère la chaleur extrême. Elle pousse là où le sol est épuisé et où d'autres légumineuses abandonnent. Maintenant, le monde rattrape son retard. Les universités publient des études sur les cultures intelligentes face au climat. Les agences internationales organisent des conférences à la recherche des aliments du futur. Elles décrivent exactement ce que le bambara offre déjà. Pourtant, le schéma reste inchangé. Il n'y a pas de programme de semences à grande échelle, pas de subventions significatives, pas de déploiement agressif. Pourquoi ? Parce que le développement moderne fonctionne toujours par l'endettement. Les prêts créent la dépendance. La dépendance crée le contrôle. Une culture qui ne nécessite aucun intrant ne crée aucune dette. Et une culture qui ne crée aucune dette n'offre aucun levier. La cacahuète de bambara représente la souveraineté alimentaire dans sa forme la plus pure. Elle permet aux communautés de se nourrir, de restaurer leur sol et de stocker de la nourriture pendant des années sans emprunter, acheter ou mendier. C'est pourquoi elle a été enterrée. C'est pourquoi elle a survécu. Et c'est pourquoi elle est importante aujourd'hui. Peut-être cette histoire soulève-t-elle une question plus profonde. Si des solutions existent déjà dans la nature, pourquoi plaçons-nous tant de confiance dans des systèmes qui nous maintiennent dépendants ? D'où vient la véritable subsistance, du contrôle ou de la confiance en une sagesse qui nous précède ? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous que la foi a un rôle dans notre approche de l'alimentation, de la survie et de la responsabilité ? Prenez position, parlez ouvertement et rejoignez la conversation.